Chers abonnés, mesdames, messieurs, bienvenue dans votre émission Culture 9. On reçoit cette fois-ci Monsieur Anissé Bongo, auteur de plusieurs romans et défenseur de la culture et de la tradition. Monsieur Anissé Bongo, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui chez vous. Nous sommes heureux de pouvoir discuter de votre dernier roman, sinon de l'un de vos derniers romans, qui s'intitule Vivre autrement et mieux. Ce qui nous intrigue d'entrer dans votre ouvrage, vous rappelez à l'être humain de prendre conscience de manière individuelle. Seul parmi les êtres vivants, l'homme ne prend pas conscience de cet état de fait. Comment vous l'expliquez? Bon, d'abord, je voulais vous préciser que ce n'est pas un roman, c'est un manuel de développement personnel qui effectivement pousse l'être, entre guillemets, moderne à essayer de prendre conscience du monde dans lequel il vit, sur le plan existentiel et sur le plan de l'organisation de vie, tout simplement. Et parce qu'effectivement, nous sommes dans un monde où la plupart des gens vivent selon ce que la société dicte de faire. Or, de façon générale, la société a tendance à manipuler et exploiter les hommes. Quand je dis les hommes, je parle des hommes avec un grand H, donc y compris les femmes. D'accord. Entre la domination des hommes sur les femmes, l'exploitation d'un État sur le peuple, il y a toutes les manipulations possibles qui existent au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui la société, les communautés, les peuples. Il y a beaucoup de fomentation pour des profits ou des intérêts inavoués. En quoi consiste cette prise de conscience? Alors, le manuel ici vous permet de prendre conscience de cet état de choses, d'abord, et d'essayer de vous organiser à vous en sortir ou à survivre dans cet environnement qui est très mensonger et très orienté vers la trahison. C'est un petit peu. Donc, la première prise de conscience, c'est une prise de conscience de son existence personnelle. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire exister? Qu'est-ce que ça veut dire vivre? Exister, c'est être présent dans un espace. Vivre, c'est de la respiration et pouvoir faire la procréation, garantir une progéniture. Maintenant, quand la société s'est mise autour, comment s'en sortir? La première des choses, la prise de conscience, c'est de se dire d'abord qu'on est un être vivant qui doit réussir par rapport à sa propre connaissance et non par rapport à l'éducation qu'il a eue ou les enseignements qu'il a eus. Les enseignements et l'éducation qui sont produits doivent vous permettre à vous de vous forger votre propre existence, votre propre vie à travers l'acquisition de connaissances. Et la connaissance, c'est de la recherche personnelle. Et ça, très peu de gens le font. Tout le monde vit sur la base des enseignements ou de l'éducation acquise pendant, je dirais, une vingtaine d'années, de la naissance à ses 20 ans. Et après, on se limite à ça et on est dans le mimétisme où on suit ce que la société dit de faire sans pour autant réfléchir, parce qu'aussi souvent on est pris par le travail, par les problèmes, on ne prend plus le temps de réfléchir, les maladies d'enfants, on est pris, voilà. Justement, dans votre manuel de développement personnel, vous définissez la tradition comme venant issue de l'environnement et de laquelle est tirée les traditions. Comment arriver justement à ce niveau de conscience dans une société? Vous dites déjà que la culture est issue de l'environnement. Comment arriver à cet état de conscience quand dans une société, nous vivons tous dans ces sociétés aujourd'hui au XXIe siècle, où le capitalisme dicte la loi, où la société a désormais ses règles, ou qui peuvent influencer déjà les traditions, les cultures se créent même déjà tous les jours à cause de l'environnement. Comment arriver à cet état d'esprit où on est toujours en train de courir après quelque chose, il faut faire ci, il faut faire ça? Quel est le processus? Déjà, il faut vous dire une chose,
aucune culture n'est au-dessus de l'autre. Et entre les cultures, il n'y a que des échanges. Et les échanges limités. Par contre, par rapport à l'être humain, il faut dire qu'il y a des niveaux de connaissances. Je vous ai parlé de l'éducation, des enseignements. On atteint un certain niveau de connaissance qui serait académique, ou familial, ou même au niveau communautaire. Pour aller plus loin, on appelle des niveaux de connaissance, des niveaux spirituels, des niveaux moral. Il faut des quêtes. Mais avant de se lancer, il faut d'abord la maîtrise de votre culture. C'est-à-dire maîtriser votre culture sur le plan traditionnel, sur le plan spirituel, sur le plan croyance. Je ne peux pas comprendre des gens qui sont issus d'une culture, je dirais, entre guillemets africaine, qui partent embrasser une croyance arabe ou une croyance européenne. La croyance a été inventée dans un environnement culturel. Donc, si vous emmenez la croyance européenne, que vous mettez ça dans un environnement africain, ça ne peut pas marcher, que vous le vouliez ou pas, parce que la nature va refuser cette croyance. Elle n'est pas née là. Vous partez pour une croyance arabe, vous amenez dans un milieu africain, la nature refusera. C'est comme si vous preniez une croyance africaine que vous amenez en Europe, là-bas, la nature va refuser. Donc, à quoi ça sert de faire du mimétisme alors que vous ne maîtrisez pas ce que vous êtes? Et quand on parle de connaissance, qui est la chose la plus importante, et là je parle de quelles que soient les croyances, quelles que soient les religions, on dit toujours la connaissance est la première des choses. Vous allez dans l'islam, vous allez au christianisme, vous allez au bouddhisme, partout on vous dira toujours c'est la connaissance qui est le plus important. Mais la connaissance, on l'acquiert quand on maîtrise d'abord ses propres connaissances, ses propres domaines. Donc tant que vous ne maîtrisez pas, ce n'est pas la peine d'aller voir ailleurs. Après la maîtrise de votre culture, de vos connaissances intrinsèques, ça vous permet de maintenant d'aller étudier les connaissances des autres, pour faire des comparaisons. Vous avez dit qu'entre cultures, il n'y a que des échanges. Vous prenez des choses qui vont vous permettre d'améliorer votre culture, et non pas copier. Et c'est ça qui fait la différence. Or, quand vous prenez l'Afrique, je parle spécialement de l'Afrique, nous faisons complètement l'inverse. On néglige nos propres cultures pour aller essayer de prendre ce qu'il y a à l'extérieur. Or, l'Afrique, nous avons la culture la plus riche, les croyances les plus riches. En fait, nous sommes le numéro 1 dans tous les domaines. Culinaire, vestimentaire, nous avons les meilleurs produits de vêtements. Le coton ne pousse pas en Europe. Tous les vêtements sont en coton. Vous voyez, là-bas, ce ne sont que des idées. Mais le coton, il est africain. Vous parlez sur le plan culinaire, mais il y a plus, tous les fruits poussent ici. Même la pomme pousse ici. Autant, il fait chaud. Mais allez mettre les feuilles de manioc là-bas, en France, ça ne va pas pousser. Pas du tout. Sur le plan paysage, il y a de la neige en Afrique, sur les sommets. Donc, qu'est-ce qui manque? Il ne manque rien. Nous avons absolument tout. Je parle encore sur le cadre africain. Donc, voilà les premières orientations. C'est de prendre conscience que nous avons tout ce que nous avons besoin pour nous développer. Le but n'est pas de devenir meilleur que les Européens ou meilleur que les Asiatiques. Ce n'est pas ça le but. Le but est d'avancer et se développer sur notre propre continent. Alors, est-ce que ce manuel n'arrive pas un peu trop tard? Parce qu'aujourd'hui, il est difficile pour l'Africain ou certains Africains de faire un retour aux sources compte tenu de l'environnement dans lequel il évolue. Oui, alors ça c'est vraiment effectivement du pessimisme. Et très franchement, ce genre de choses n'est jamais en retard. Parce que le monde n'est qu'un éternel recommencement. Peut-être que justement c'est le début. Et ça prendra le temps que ça prendra pour que peut-être on revienne à nos connaissances ancestrales. Parce que vous le voulez ou pas, c'est le progrès technique et la technologie ne sont pas culturels, c'est universel. Mais on ne va pas pousser la technologie au point où il n'y a pas de fin. Toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Et la fin de la technologie nous ramènera au début. Ce sera un écroulement. Ça nous ramènera au début. Encore.
Mais qui connaît cette fin, elle arrive quand? Parce que moi, je suis conscient, donc vous êtes conscient, que la technologie ne peut pas aller où on en est là. Ça peut qu'avancer, avancer, avancer. On perd la moralité, on perd les mœurs sont dépravées. Regardez aux États-Unis. Trump qui vient d'arriver, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait casser. Le transgenre, il n'en veut plus. Voilà. Donc, c'est de se concentrer sur ce que vous avez pour essayer de l'améliorer grâce à de la technologie et de la technique. Et non pas mettre ces choses devant vous, tout simplement. Un autre point important dans votre manuel, vous parlez de 3 corps. Le corps sentimental, le corps spirituel ou astral et le corps physique. Et vous expliquez qu'il faut, pour avoir des réussites ou que les actions que nous posons soient couronnées de succès, il faut demander de l'aide aux 2 premiers corps, c'est-à-dire le corps spirituel et le corps sentimental. Comment cela se fait? Est-ce que ce n'est pas nier l'existence d'un Dieu qui serait universel? Non, en fait, ce qu'il faut, c'est que prenons conscience que l'homme est tridimensionnel, corps physique, corps énergétique, qu'on appelle l'âme, le corps spirituel ou astral, qui est l'esprit. Ces 3 corps qui sont séparés et totalement indépendants. Même si indépendants sur le plan existentiel. Quand le corps physique meurt, on veut dire que l'âme meurt ou l'esprit meurt. Non. On ne sait pas ce qu'ils deviennent. Ils sont indépendants sur le plan existentiel. Sur le plan de la vie, ils sont séparés. Il faut les réunir. Et dans la tradition, on appelle un Bumbayano. Mettre en harmonie ton corps physique, ton âme et ton esprit. Et cela se fait grâce à un travail du plus faible vers le plus fort. Ton esprit ne peut pas te parler parce qu'il est dans une autre dimension que tu n'atteins pas. Ton âme ne peut pas te parler. C'est dans une dimension que tu n'atteins pas. Et toi, tu sais qu'ils existent. La façon dont l'âme parle, tu ne connais pas. La façon dont l'esprit parle, tu ne connais pas. Et tu es capable de parler à l'âme par la voix et par le mental. Tu peux communiquer avec ton âme. Et c'est ça que les gens ignorent. Tu peux communiquer avec ton esprit. C'est ce que les gens ignorent. Communiquer avec ton esprit et ton âme qui se mettent en phase avec toi, c'est ce qu'on appelle la dynamique mentale, l'autosuggestion. Si par exemple vous voulez devenir, je ne sais pas, vous cherchez à acheter une voiture, le fait de vouloir acheter une voiture ne peut pas suffire. Il faut de l'argent. L'argent, il ne vient pas comme ça. Il faut des idées, il faut travailler. Et si vous ne demandez pas à votre âme, à votre esprit, de se mettre en phase avec vous pour chercher cette voiture, pour chercher cet argent, vous aurez beaucoup de mal. Parce que votre esprit, s'il est divague ou fait autre chose, il ne cherche pas l'argent comme vous, et que l'âme ne s'en occupe pas, vous dites que l'esprit, s'il est perdu, vous n'arrivez à rien, non? Donc vous cherchez l'argent, et votre esprit, lui, il cherche à s'envoler. Vous faites comment? Vous pouvez même plus réfléchir, c'est lui qui détient toute la réflexion. Si vous mettez pas votre esprit en phase avec ce que vous voulez, ça n'arrivera pas. Ou ça arrivera difficilement. Alors justement, comment développer cette force mentale? Comment on arrive à mettre en harmonie l'autosuggestion? Par exemple, si vous dites que bon, peut-être prenez un exemple. Okay? Vous avez la phobie, vous avez peur du noir. Parce que vous avez peur du noir. Vous avez peur du noir. Si vous faites 3 fois par jour et pendant 7 jours, durant, je ne sais pas moi, vous faites ça tous les 3 mois, vous faites une phrase. Le noir, je ne dois pas avoir peur du noir. Le noir, je ne dois pas avoir peur du noir. Parce que votre peur vient de où? Ça vient de l'intérieur. Votre peur vient de votre intérieur. Votre âme vient de votre esprit. Ça ne vient pas de vous. La peur du noir, ce n'est pas vous qui avez inventé le noir. Si vous continuez à vous dire que vous ne devez pas avoir peur du noir, vous ne devez pas avoir peur du noir, vous n'avez plus peur du noir. C'est l'autosuggestion. Ça vient de quoi? Vous avez mis votre esprit et votre âme en phase avec ce que vous voulez. Et
ils l'ont fait pour. Je pars, c'est un exemple simple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous cherchez à avoir de l'argent. Il faut trouver. Vous voulez faire de l'argent dans l'agriculture, allez. Je vais faire de l'agriculture, ça marche. Votre âme doit s'y mettre, votre esprit doit s'y mettre. Mais vous ne pouvez pas les contrarier si vous voulez. Il faut les convaincre. Et pour les convaincre, il faut répéter. À l'école, quand vous faites les cours, l'école, à l'université, pour apprendre les choses, faites comment? On se les répète. La mémoire, c'est quoi? Vous n'avez pas le contrôle de la mémoire. C'est quel contrôle de votre mémoire? Non. C'est l'âme et l'esprit toujours. Donc, pour retenir les choses, vous les répétez 15 fois. Ou vous les écrivez 15 fois. Ou vous les écoutez 15 fois, parce que la mémoire, elle est soit scripturale, auditive ou visuelle. Ouais. C'est pas parce que vous avez vu une fois que vous avez retenu. Mais je peux vous dire que tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez est emmagasiné automatiquement, depuis votre naissance jusqu'à la mort. La difficulté après, c'est de pouvoir ressortir ça quand on a besoin. Et là, vous voyez, quand vous réfléchissez, faites ça. Vous réfléchissez, vous cherchez, vous faites quoi? En fait, vous demandez à votre subconscient ou à votre supraconscient pour qu'on amène ça au niveau de la conscience pour que vous puissiez répéter. Quand on parle, les mots, c'est pas nous qui les inventons, on parle et chercher dans notre subconscient, grâce au supraconscient, qui met à l'exposition du conscient, pour qu'on répète cela. L'enfant après a parlé comment? En répétant. En répétant. Après la langue, la bouche sait comment parler. Sinon on n'est pas avec ça. Tout s'apprend chez l'homme. C'est ça. Dans cet exercice, vous dites qu'il est possible, oui, on peut arriver à créer une passerelle avec d'autres esprits, justement dans ce processus de se mettre en phase avec notre âme, notre esprit, et tout. Alors, quand vous créer des passerelles, comment? Quand vous êtes en phase avec votre esprit et votre âme, je donne un exemple simple. Je donne des expériences que moi j'ai vécues, que j'ai faites. On est ici en ville, je vais aller à la banque. Et je suis en voiture. Je sais que c'est saturé, il n'y a pas de parking. Quand je quitte ici, je demande à mon esprit de se débrouiller et de me trouver une place quand je vais arriver pour pouvoir me garer. Ah, ça. Et quand j'arrive souvent, il y a quelqu'un qui est en train de partir et je me gare. C'est pas moi qui ai fait ça. J'ai demandé à quelqu'un de faire, à mon esprit. Mais comment l'esprit fait? Il contacte notre esprit, il force une personne qui est là-bas, elle part maintenant. Peut-être la personne était là, on attend pour manger, prendre un peu d'eau. Allez, allez, je m'en vais. Il ne sait même pas pourquoi il part. Il part. C'est une connexion, esprit à esprit. Des fois, vous n'êtes pas, vous ne voyez pas, des fois, vous êtes là, puis, bon, il faut que je fasse ça. Puis tu pars faire. Ça t'est venu d'où? C'est pas toi qui as décidé. Tu as décidé bêtement de faire. Ça vient de l'esprit. Parce que l'esprit et l'âme décident, le supraconscient décide de ce que tu fais au quotidien. Le matin, si tu ne demandes pas comme moi, je veux travailler là, je veux que ça se marche bien, que j'ai des hommes d'affaires, rien ne viendra. Vous rejoignez plusieurs auteurs qui parlent de la pensée positive. Ils disent que la pensée est créatrice. En réalité, on est ce qu'on pense, on manifeste ce qu'on pense. Absolument. Est-ce que c'est exactement ça? La pensée, c'est quoi? Elle vient d'où, la pensée? De l'esprit. Donc, le fait de seulement de penser montre qu'on est déjà en phase avec l'esprit. Et le fait de se sentir bien, qu'on est en phase avec son âme, son corps. Et pour aller plus loin, il faut cette prise de conscience. Personne ne vit sans l'esprit, sans l'âme. Mais beaucoup vivent avec sans en être conscient que je peux utiliser l'esprit, je peux utiliser mon âme pour arriver à mes fins plus vite. Parce que ton âme et ton esprit sont beaucoup plus forts que toi. Vous savez, ce que nous faisons, ce que le corps fait, ou ce que nous faisons, représente même pas 1% des capacités de ce que l'âme nous transmet. Et l'âme ne capte même pas 1% de ce que l'esprit lui ordonne de faire. Ah, ça. Donc nous sommes très, très, très loin de la puissance de l'esprit, très loin de la puissance de l'âme, qui n'est que là que transmetteur. L'esprit crée, l'âme transmet, nous on exécute.
Dans ce cas de figure, Oui. comment vous définissez la prière? La prière, c'est une motivation. C'est exactement la même chose. Le fait, moi, de dire à mon esprit, ben, moi, je veux une place quand je vais garer là-bas. C'est pas une prière. Donc, la prière, c'est quoi? Jésus-Christ, bien aidé, Mahomet. Non, c'est une prière. Quand je demande à mon esprit de me trouver une place parking où je vais aller garer, c'est une sollicitation. Une prière, c'est quoi? C'est une sollicitation. C'est une demande d'aide. D'accord. On a... Quand on prie Jésus-Christ, il est où? Quand on prie Dieu, il est où? C'est dans la tête. Jésus-Christ, il est là-dedans. Dieu est là-dedans. Ou bien tu sais que, bon, il est au ciel, quel niveau? Est-ce que sa maison est là ou bien elle est là? Le ciel est tellement grand, c'est où? Les avions sont passés à dépasser le ciel, souvent, je n'ai pas vu de maison. Ni le paradis. Ça a été créé pour les hommes d'avant. Quand il n'y avait pas l'avion, il n'y avait pas les fusées, tout ça. Oui. Mais aujourd'hui, toi, aujourd'hui, tu crois encore que le paradis est dans le ciel? L'enfer est sous terre? Ouais. Si tu crois à ça, c'est que mais tu te mens à toi-même. Tu manques de prise de conscience. Monsieur Anissi Bongo, vous voulez Oui. dire que l'existence de Dieu ou du paradis et de l'enfer est purement une création de l'homme? Sinon, le paradis, on l'aurait montré à tout le monde. Vous avez vu, Dubaï, on montre Dubaï à tout le monde. Hein. Mais Pour donner l'envie. l'esprit existe, mais pourtant, on ne peut ni le ressentir, ni le toucher, ni... Oui, c'est 3 états. L'esprit est immatériel. Tu sais qu'il existe. Il n'est pas matériel. Tu le sens. Oui, tout comme Dieu. Non, Dieu, oui, tu le sens où? Tu sens ton esprit. On dit que l'esprit est connecté à Dieu, mais tu as vu Dieu où? Tu le sens où? Tu sens Dieu autour de toi? Ou tu le sens dans le ciel? Ou tu le sens à l'église? Tu le sens où? Dieu. Alors comment vous expliquez Tu l'origine? le sens où, Dieu? Dans ma pensée, dans ma tête. Sinon, il n'y a pas de Dieu. C'est dans ta tête, c'est ton esprit. Dieu est une matérialisation pour mieux contrôler les populations et les hommes. Et c'est le niveau le plus inférieur de la connaissance, où on vous met une entité sur laquelle vous comptez. Et vous oubliez de compter sur vous-même pour pouvoir être utilisé par les gens qui sont devant. Quand tu vas voir le pasteur qui soigne ton enfant et que tu as confiance en lui, tu donnes toute ta confiance au pasteur. Si tu dis fais ça, tu vas le faire. Il est bien ton Dieu. Ou ton intermédiaire avec Dieu. Pourtant, Dieu, il est omniprésent, omnipotent, il est tout le monde. Pourquoi tu amènes un intermédiaire pour faire guérir ton enfant? Il y a contradiction encore. Dieu est avant tout individuel, c'est une motivation personnelle. Même quand on va à l'église, c'est d'abord personnel. À l'église, vous croyez que vous mettez à l'église, vous y allez vous tous les dimanches. Quand on change le pasteur, ça ne vous dit rien. Quand on change le pasteur, ça ne vous dit rien. Parce que pour vous, c'est la maison de Dieu. Donc Dieu a plein de maisons comme ça là. Et là où vous allez prier là, c'est la seule maison qui est là, où toutes les maisons sont la maison de Dieu. Mais même c'est psychologique, c'est un choix personnel. Vous décidez que là où vous priez, c'est là où vous voyez Dieu. Et que le dimanche, vous savez, vous allez bien pour aller prier, rendre hommage à Dieu dans tel endroit. Mais Dieu n'a jamais choisi cet endroit. Jésus-Christ est mort sans il n'y avait pas d'église. C'est pas Jésus-Christ qui a créé les églises. Donc, si on suit votre raisonnement, Dieu est un Dieu personnel en chacun de nous. Aujourd'hui, il y aurait 7 milliards de dieux. Oui, pourquoi pas? Où est le problème? Chacun son Dieu. Il t'aide comme il veut. C'est pas logique ça? Un seul Dieu qui gère 7 milliards de personnes, il fait comment? Il fait comment pour coordonner les gens qui s'entretuent? Il nous gère comment? Toi, je vais te tuer, il est encore avec moi et avec toi en même temps. Il y a un problème là.
un seul Dieu qui gère 7 milliards d'individus. Des gens qui se tapent entre eux, qui se battent, qui s'entretuent. Et il les gère comment? Il les laisse s'entretuer. C'est ça un bon Dieu. Chacun a son Dieu. Et ton Dieu, c'est d'abord ton esprit. Alors, tu ne loues pas ton esprit et tu cherches un Dieu imaginaire. À qui tu donnes une image. Ce Dieu, il a quelle couleur? Il est blanc, il est chinois, il est noir, ou bien il est multicolore. Là, j'ai plus de mots. Il n'a pas de couleur. Et quel Dieu que tu connais? Le blanc, la longue barre blanche, et le diable qui est tout noir. Après, combien tu mentir que tu es enfant de Dieu alors que tu es noir comme le diable? Tout ça ne colle pas. Et ça, c'est une question de prise de conscience. De réfléchir et se dire, est-ce que réellement ce qu'on me dit colle ou pas avec ma culture, avec moi-même, selon les bases éducatives ou l'enseignement que j'ai eu. C'est ça le plus important, c'est cette démarche de prise de conscience que je dois m'occuper de moi-même selon ce que je veux. Et ce que je veux n'est pas forcément bien pour les autres, mais c'est bien pour moi. Si c'est bien pour moi, les autres, chacun se débrouille. D'accord. Ouais. J'aurais quand même deux questions, même si je suis déjà assez époustouflée. Le corps, l'âme, l'esprit sont immatériels. Le corps, lui, il est matériel. Comment vous justifiez l'origine de la vie? Parce qu'il faut bien que l'âme et l'esprit aient été créés quelque part. Alors, Ils viennent de quelque part. déjà, l'esprit est immatériel, c'est vrai. L'âme est énergétique. L'énergie, on la voit. Quand vous transpirez, c'est l'âme qui se dissout. Quand on transpire, c'est l'âme qui se libère. Quand vous posez votre main sur un verre, vous enlevez, il y a une trace. On parle des empreintes. L'empreinte, c'est l'âme. Vous laissez votre âme. Les animaux, partout où ils passent, ils laissent des empreintes. Il y a des odeurs. Nous ne sommes pas olfactifs, mais vous prenez un verre, aujourd'hui, quand on est des enquêtes criminelles, on cherche les empreintes. Ton cheveu tombe, on retrouve l'ADN et tout. Il y a une signature particulière à chaque individu. À chaque, les 8 milliards que nous sommes, les 8 milliards que nous sommes, chacun est individuel. Il n'y a pas un doublon. Ce qui est incroyable. Mais on parlait de l'origine de la vie. Si la vie avait été créée en coup de baguette magique, par un homme, on serait tous pareils. On serait tous pareils. Ton enfant que tu as avec ton mari, quand il naît, il serait comme vous, copie-coller. Or, votre enfant n'a rien de vous. Même quand on parle de ressemblance, c'est visuel. Il y a des gens qui se ressemblent qui ne sont pas parents. La différenciation, c'est l'ADN. La caractéristique principale. Et ça vient de quoi? C'est l'âme. Vous voyez? Donc, l'origine de la vie, d'abord entre deux êtres. Mais si on se fie à la science, la vie, il faut quoi pour la vie? Parce qu'il y a une différence entre l'existence et la vie. L'existence, il suffit d'une présence. Vous voyez, vous prenez une pierre, ça existe. Ça vit à sa manière, mais ça existe, ça ne vit pas comme nous. Parce qu'on parle de vie, nous parlons de la vie où il y a de la respiration, oxygène. On parle des plantes et des animaux. Mais les pierres, le carreau qu'on a fabriqué là, il vit. On parle de vie quand il y a un début et une fin. Mais la vie en elle-même, que nous considérons, il faut 4 éléments pour la vie. S'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas l'air, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas le soleil, il n'y a pas de vie. Et s'il n'y a pas la terre, il n'y a pas de vie. Donc la vie est créée par ces 4 éléments, qui sont beaucoup plus forts que nous les êtres vivants. L'eau, c'est ton corps qui est fait d'eau. Le soleil, c'est celui qui chauffe ton corps pour vivre.
la température 37 degrés que l'on vit. Parce qu'on n'est pas fait d'eau froide. Hein. Hein? Bien sûr. La terre, c'est elle qui te nourrit. La chair qu'on voit, c'est de la terre. Quand on meurt, on se dégrade dans des poussières. Et le dernier point, c'est l'eau, l'air, la terre, le soleil. Voilà les 4 points. Ce sont les 4 éléments qui créent la vie. Donc, ce n'est pas une affaire de Dieu, non. Ou d'un être mystique ou mystérieux. Elle vient de là. Maintenant, on peut se demander qui a créé l'eau, la terre, l'air et le soleil. Ça, c'est encore un autre débat. C'est une dimension encore supérieure. Une dimension d'existence. Et là, ce sera beaucoup plus compliqué pour moi de vous expliquer, mais sinon, il y a l'existence terrestre. Ce livre explique. Alors là, vraiment, le bouquin, il est très riche. On ne pourra pas tout décortiquer ici, mais quand même, il serait important de déjà donner un avant-goût aux futurs lecteurs, de vous parler de l'organisation du planning de vie, comment ça se fait dans votre manuel. Bon, comment s'organiser dans la vie? D'abord, la première des choses, c'est de se connaître. Connaître quelles sont ses forces, ses faiblesses, ses carences. Voir comment est-ce qu'on est organisé sur le plan familial, petite famille, grande famille, parents, éloignés, amis, camarades. Après, voir l'environnement dans lequel on est. Dans quel environnement est-ce qu'on existe en vie? Dans le travail, social, relations, voir dans quel état on est, quel type de pays, quel type de politique est menée. Vous ne pouvez pas vous organiser vous-même seul et vivre en autarcie. Ce n'est plus possible. Ce sont des choses qui existaient au début du monde, je dirais, où on n'a pas de contact et on vit en autarcie. Tu as une tentation, tu es là, tu es en autarcie. Aujourd'hui, vous devez absolument intégrer le monde entier. Donc c'est très, très, très lourd. Et si vous ne prenez pas le temps d'écrire les choses, de mettre ça en place, de vous mettre des règles, et de vous efforcer à respecter cela, il est très difficile de s'organiser. Donc il est très important d'avoir une discipline de vie. Voilà. Parce qu'avec l'influence de la radio, que j'appelle la stratégie triple, télévision, radio, Internet, presse écrite, il y a trop de choses dans la journée qui viennent vous perturber, qui vous empêchent ne fût-ce que de méditer et de faire le point sur vous-même, ne fût-ce que de reposer vos yeux. Même dormir. Personne ne dort. Pour bien dormir, il faut dormir seul. Bien sûr, pour atteindre le sommeil réparateur qu'on appelle le sommeil profond, il faut dormir seul. Sinon, quand il y a quelqu'un à côté, vos esprits ne dorment plus. Votre âme, ils sont vigilants. Et vous n'atteindrez jamais le sommeil profond, même si c'est votre chéri qui est à côté, mais qui vous touche, vous vous réveillez. Le sommeil profond s'obtient seul, et pas avec la télé, dans un calme total. Parce que le sommeil profond ne dure jamais. Il met 1 heure, maximum 2. Là où quand vous dormez, on vous touche, vous ne sentez même pas. Oui. Mais pour atteindre ça, de nos jours, c'est très rare. Ce sont les enfants qui font encore le sommeil profond. Et de nos jours, non. Avec tous les problèmes qu'il y a, vous pensez à l'argent qu'il faut chercher demain, comment on va manger, à l'intérieur de ceci, il n'est pas cela, je dois payer là-bas. Pas dormir. Pas dormir. D'accord. Merci, Monsieur Anissi, de nous avoir donné la substance de ce manuel. Est-ce qu'on pourrait seulement savoir où est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il est à la portée de toutes les bourses? Oui, il est disponible, je dirais, au 9 étage, à la radio. Il y a un magasin juste en bas, vous pouvez le demander. Et il est à 3500, donc il est à la portée de toutes les bourses. D'accord, pour des informations aussi riches. Absolument. Vous savez, dans la vie, on dit
faut partager la connaissance et reviendra encore plus de ce que vous avez distribué. Donc, il ne faut pas hésiter. Et donc, c'est un livre que je dédie à tous ceux qui sont intéressés de changer leur vie et de l'améliorer vu l'environnement. Et surtout ceux qui démarrent leur vie ou ceux qui ont presque fini, qui sentent qu'ils n'ont pas réussi leur vie, il n'est jamais trop tard. Ce livre leur permettrait de revenir vers quelque chose de plus consciencieux. Et ce qu'il faut savoir dans la vie, le plus important, c'est la fin de la vie. Ce n'est pas tout ce qui s'est passé. C'est comment vous finissez votre vie qui est le plus important. Parce que toute la vie là, elle n'est que illusoire. Tout ce qu'on fait sur Terre, elle n'est que illusoire. Que la société nous fait faire, c'est illusoire. Donc ce qui est important, c'est comment on finit. Donc le temps, il n'est jamais trop tard de construire. Merci, Monsieur Nisibungo, de nous avoir reçus dans vos bureaux aujourd'hui. Je rappelle, le livre est intitulé « Vivre autrement et mieux », disponible au 9 étages à 3 500 francs seulement. Merci de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas, restez connectés, l'information continue sur toutes nos plateformes.